Imaginez une fillette frêle, blottie dans l'ombre d'un immeuble dévasté par les bombes, son estomac noué par la faim, ses yeux scrutant le ciel où les sirènes hurlent dans la nuit. Nous sommes à Naples, en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, et cet enfant, Sofia Villani Cicolone, n'a rien de la déesse glamour qui captivera bientôt le monde. Pourtant, dans cette petite silhouette marquée par la misère, brûle une flamme indomptable, une détermination farouche qui la mènera des ruines d'une ville ravagée par la guerre au sommet scintillant d'Hollywood. Voici l'histoire de Sophia Loren, l'une des dernières icônes de l'âge d'or du cinéma, une femme dont la beauté, le talent et la résilience ont défié les conventions et redéfini ce que signifie être une star. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un triomphe. C'est aussi celle des combats intimes, des scandales amoureux, et des épreuves qui ont jalonné sa vie, jusqu'à un événement tragique récent. Une chute dévastatrice à 89 ans en 2023, qui a conduit à une hospitalisation d'urgence et rappelé au monde que même les légendes ne sont pas à l'abri des ravages du temps. De ses débuts dans la pauvreté à son Oscar historique pour La Ciociara, de ses amours passionnés avec Carlo Ponti et Cary Grant à sa lutte contre les accusations de bigamie et de fraude fiscale, la vie de Sophia Loren est un roman épique, mêlant glamour, courage et tragédie. Dans cette vidéo, nous plongerons dans le destin extraordinaire de Sophia Loren, une femme qui a transformé la douleur en art, la vulnérabilité en force, et la controverse en légende. Nous explorerons ses rôles emblématiques, ses collaborations avec des géants comme Marcello Mastroianni et Vittorio De Sica, et son héritage durable dans le cinéma mondial. Mais nous aborderons aussi les moments sombres, les luttes personnelles, les scandales, et les défis du vieillissement qui continuent de façonner son histoire. Attachez vos ceintures pour un voyage à travers cette décennie de cinéma, d'amour et de résilience, et partagez vos réflexions. Qu'est-ce qui fait de Sophia Loren une icône intemporelle? Préparez-vous à être ébloui par une vie aussi captivante que les films qu'elle a illuminés. Pour enrichir cette introduction, rappelons que Sophia Loren, née en 1934, a traversé non seulement la guerre, mais aussi les transformations sociétales de l'Italie d'après-guerre, où les femmes comme elle, issues de milieux modestes, devaient se battre pour émerger. Son ascension symbolise le rêve italien, similaire à celui d'autres figures comme Gina Lollobrigida ou Monica Vitti, mais avec une touche unique de vulnérabilité authentique. En 2025, à 91 ans, elle reste une source d'inspiration, comme en témoignent des interviews récentes où elle affirme ne pas envisager la retraite, soulignant que « l'âge n'est qu'un nombre quand la passion brûle encore ». Cette résilience, forgée dans les cendres de Naples, est le fil rouge de son existence, un thème que nous développerons tout au long de ce récit étendu. Sophia Loren est née Sofia Villani Cicolone le 20 septembre 1934, dans un hôpital de charité à Rome, un lieu austère où les espoirs semblaient aussi rares que les ressources. Enfant illégitime d'une mère célibataire, Romilda Villani, une pianiste et actrice en herbe, et d'un père absent, Riccardo Cicolone, qui refusait de reconnaître ou de soutenir sa famille, Sophia grandit dans l'ombre de la pauvreté. Sa mère, une femme belle et ambitieuse, rêvait d'une carrière dans le cinéma, inspirée par les stars hollywoodiennes comme Greta Garbo, mais ses aspirations furent brisées par les réalités d'une Italie déchirée par la crise économique, et bientôt, par la Seconde Guerre mondiale. Romilda avait même auditionné pour un rôle dans un film américain, mais la grossesse inattendue avec Sophia mit fin à ses rêves naissants. À l'âge de 4 ans, Sophia et sa mère s'installèrent à Pozzuoli, une petite ville près de Naples, où la guerre allait bientôt transformer leur quotidien en cauchemar. Dans ses mémoires, Yesterday, Today, Tomorrow, 2014, Loren décrit cette période comme une « lutte pour survivre », un témoignage poignant qui révèle les cicatrices émotionnelles durables de ces années. Les bombardements alliés ravageaient Naples, une ville stratégique bombardée plus de 200 fois entre 1940 et 1944, forçant la jeune Sophia à se cacher dans des abris souterrains, où la peur et la faim étaient des compagnons constants. Les bombes pleuvaient, et chaque jour était une bataille pour trouver de quoi manger, écrit-elle, évoquant des nuits passées à trembler sous les explosions, avec le bruit des avions comme une berceuse terrifiante. La malnutrition laissa des traces physiques. À l'adolescence, Sophia était frêle, surnommée Stusicadanti, cure-dent, par ses camarades en raison de sa silhouette maigre, un contraste saisissant avec la silhouette voluptueuse qui deviendrait sa signature. La maison familiale, un modeste appartement partagé avec sa grand-mère Luisa, sa mère et sa sœur cadette, Maria, née en 1938, était un refuge précaire. Pour survivre, la grand-mère de Sophia transforma leur salon en un bar improvisé,
Un pub de fortune où Romilda jouait du piano et sa tante chantait des chansons napolitaines traditionnelles pour divertir les soldats américains stationnés dans la région après le débarquement allié en 1943. À seulement 8 ans, Sofia, trop jeune pour servir de l'alcool, aidait en servant les tables et en lavant la vaisselle. Ses premières interactions avec un public, même si elles étaient modestes et motivées par la nécessité, plantèrent les graines de sa future carrière. Je regardais ma mère captiver ces hommes avec sa musique, se souvient-elle dans une interview avec The Telegraph en 2015. C'était ma première leçon sur le pouvoir de la performance, sur comment transformer la vulnérabilité en force. Ces moments, bien que durs, lui apprirent l'art de la séduction subtile et de la résilience, des qualités qui infuseraient ses rôles futurs. Malgré les privations, la beauté de Sofia commença à émerger à l'adolescence, une transformation physique qui coïncida avec la fin de la guerre en 1945. À 15 ans, c'est très délicat, ses yeux expressifs souvent décrits comme « des fenêtres sur l'âme italienne » et sa silhouette désormais voluptueuse attirèrent l'attention. En 1950, poussée par sa mère, qui voyait en elle le reflet de ses propres rêves inachevés, elle participa au concours de Miss Italia sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro. Bien qu'elle ne remporta pas le titre principal, remportant seulement le prix de Miss Eleganza, sa prestance et son charisme impressionnèrent les juges, lui ouvrant les portes du monde du cinéma. Ce moment marqua un tournant, la jeune fille des ruines de Naples commençait à rêver d'un avenir au-delà de la misère, un rêve nourri par les films qu'elle voyait au cinéma local, des œuvres néoréalistes qui reflétaient sa propre vie. Le contexte de l'Italie d'après-guerre est essentiel pour comprendre la résilience de Sofia. Le néoréalisme italien, avec des réalisateurs comme Roberto Rossellini, Rome, Ville ouverte, 1945, et Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette, 1948, capturait les luttes des gens ordinaires, et Sofia, avec son authenticité et son vécu, incarnait cet esprit. Sa participation à des concours de beauté et ses premiers rôles comme figurante dans des films comme Quo Vadis, 1951, un péplum hollywoodien tourné en Italie, furent des étapes modestes, mais elles reflétaient sa détermination à échapper à la pauvreté. C'est à cette époque qu'elle rencontra Carlo Ponti, un producteur de 37 ans qui vit en elle une étoile en devenir. Sous son mentorat, Sofia Lazzaro devint Sophia Loren, un nom choisi pour évoquer Marlène Dietrich, le « Loren », venant de la star suédoise Martha Torén, marquant le début d'une transformation qui la propulserait vers la gloire. Cette section, enrichie de détails historiques, souligne comment les épreuves de l'enfance forgèrent non seulement sa personnalité, mais aussi son art, un thème récurrent dans ses interviews récentes où elle affirme que « la guerre m'a appris à ». En 1954, à l'âge de 20 ans, Sofia Loren connut sa première percée avec L'Oro di Napoli, L'Or de Naples, un film à sketch réalisé par Vittorio De Sica. Son rôle de pizzaiola pétillante, débordante de charme et d'énergie, captura l'essence de Naples, une ville encore marquée par les cicatrices de la guerre, et établit Sofia comme une actrice prometteuse. Ce film, ancré dans le néoréalisme, lui permit de puiser dans ses racines pour livrer une performance authentique, mélangeant humour et pathos. Cette même année, elle entama une collaboration légendaire avec Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme, Too Bad She's Bad, marquant le début d'un partenariat qui s'étendrait sur 12 films et deviendrait l'un des plus emblématiques du cinéma italien. Leur chimie à l'écran, un mélange de complicité, d'humour et de tension romantique, captiva le public et les critiques, souvent comparée à celle de Humphrey Bogart et Lauren Bacall pour son intensité naturelle. Sofia ne se contenta pas de séduire par sa beauté, souvent qualifiée de « méditerranéenne voluptueuse » par les médias de l'époque. Elle apporta une authenticité brute à ses rôles, puisant dans son vécu de la guerre et de la pauvreté pour incarner des personnages complexes. Dans des films comme La paysanne aux pieds nus, 1954, ou Mariage à l'italienne, 1964, elle joua des femmes fortes, indépendantes et sensuelles, défiant les stéréotypes de l'époque qui reléguaient souvent les actrices à des rôles passifs ou victimisés. Ces personnages, inspirés par les femmes qu'elle avait vues lutter pendant la guerre, reflétaient une féminité affirmée, préfigurant les mouvements féministes des années 1960. Comme l'analyse la critique de cinéma Molly Haskell dans son livre From Révérence to Râpé, 1974, Sofia Loren représentait une rupture avec l'image de la femme-objet hollywoodienne, en apportant une sensualité terre à accent grave-terre et une intelligence émotionnelle. En 1957, Sofia fit ses débuts à Hollywood avec L'Orgueil et la Passion, The Pride and the Passion, aux côtés de Cary Grant et Frank Sinatra.
Bien que le film, une adaptation d'un roman de C.S. Forester se déroulant pendant les guerres napoléoniennes, ne fut pas un chef-d'œuvre critique, sa présence magnétique attira l'attention internationale. Cary Grant, en particulier, fut charmé, entamant une romance hors écran qui marqua la vie de Sophia. Dans une interview avec Vanity Fair en 2014, elle confia « Cary était un gentleman, un rêveur. Il voulait que je l'épouse, mais mon cœur appartenait à Carlo. » Ce choix, entre une idylle hollywoodienne et sa loyauté envers Carlo Ponti, reflète la force de caractère de Sophia, qui plaça toujours ses valeurs au-dessus de la tentation. Grant, dans des lettres récemment publiées en 2022, décrivait Sophia comme une force de la nature, avec une beauté qui va au-delà du physique. Le point culminant de sa carrière précoce arriva en 1961 avec la Ciociara, Two Women, réalisée par Vittorio De Sica. Dans ce drame déchirant, adapté du roman d'Alberto Moravia, Sophia incarna Césira, une mère veuve luttant pour protéger sa fille dans une Italie ravagée par la guerre. Sa performance, brute et sans artifice, elle abandonna son glamour habituel pour un look dépenaillé et authentique, lui valut l'Oscar de la meilleure actrice en 1962, le premier décerné pour un rôle dans une langue non anglaise. Debout sur la scène des Oscars, les yeux embués de larmes, Sophia, à seulement 27 ans, représenta un triomphe improbable, une enfant de la guerre devenue une star mondiale. Dans son discours, elle remercia De Sica et l'Italie, soulignant combien son passé avait façonné son art. Ce prix est pour toutes les mères qui ont souffert. Ce moment historique marqua non seulement sa carrière, mais aussi un tournant pour le cinéma international, ouvrant la voie à des actrices comme Penélope Cruz ou Marion Cotillard. Ce succès consolida son statut de symbole sexuel international, mais Sophia refusa d'être réduite à son apparence. Dans une interview avec The Guardian en 2007, elle déclara « La beauté m'a ouvert des portes, mais c'est le travail et la discipline qui m'ont maintenu là. » Ses rôles dans des films comme El Cid, 1961, avec Charlton Heston où elle incarna Chimène, une noble espagnole dans une épopée médiévale et Lady L, 1965, avec Paul Newman montrèrent sa polyvalence, oscillant entre blockbusters hollywoodiens et drames européens intimistes. El Cid, réalisé par Anthony Mann, fut un succès commercial, et Sophia y apporta une chaleur authentique, comme l'avait noté Mann. Elle transforme chaque scène en un moment de vérité émotionnelle. Chaque performance renforçait son image de femme forte, capable de captiver aussi bien les foules que les critiques, et pavait la voie à une carrière qui défierait les âges. La carrière de Sophia Loren s'étend sur plus de 6 décennies, un exploit rare dans une industrie où la longévité est difficile, surpassant même celle de contemporaines comme Elizabeth Taylor ou Audrey Hepburn. Dans les années 1960, elle alterna entre Hollywood et l'Italie, collaborant avec des réalisateurs légendaires et des acteurs de premier plan. Dans Arabesque, 1966, avec Gregory Peck, elle joua une femme mystérieuse dans un thriller d'espionnage inspiré de Hitchcock, bien que des tensions sur le plateau Peck, selon Loren, étaient distants et professionnels à l'excès empêchèrent une chimie parfaite. Plus controversée fut sa collaboration avec Marlon Brando dans Une comtesse de Hong Kong, 1967, réalisée par Charlie Chaplin dans ce qui fut son dernier film. Loren accusa Brando de manquer de respect envers Chaplin, une expérience qu'elle décrivit comme « frustrante » dans ses mémoires, ajoutant que Brando, connu pour sa méthode immersive, créait souvent un environnement tendu. Malgré cela, le film reste un témoignage de son adaptabilité. Malgré ses défis, Sophia brilla dans des films italiens comme Mariage à l'italienne, 1964, et Une journée particulière, 1977, tous deux avec Marcello Mastroianni. Dans ce dernier, réalisé par Ettore Scola, elle incarna Antonietta, une femme au foyer solitaire nouant une connexion inattendue avec un homme homosexuel, Mastroianni, dans l'Italie fasciste de 1938. Sa performance, subtile et émouvante, lui valut un 7e prix David di Donatello, l'équivalent italien de l'Oscar. Le film, un succès au box-office américain avec plus de 2 millions d'entrées, prouva que Sophia restait une force mondiale, même avec des rôles moins glamour. Scola, dans une interview de 2016 avant sa mort, loua Loren pour sa capacité à humaniser l'histoire, en apportant une profondeur qui transcende le scénario. Les années 1970 marquèrent une période de transition. Sophia se concentra sur sa vie de mère, élevant ses 2 fils, Carlo Jr., né en 1968, et Eduardo, né en 1973, avec Carlo Ponti, après des années de lutte contre l'infertilité qui inclurent plusieurs fausses couches.
Pourtant, elle continua à travailler, jouant dans Sunflower, 1970, un drame romantique nominé aux Oscars où elle incarna une femme à la recherche de son mari présumé mort en Union soviétique, et Le Voyage, 1974, sa dernière collaboration avec De Sica. Ces films, ancrés dans des récits émotionnels sur la perte et la rédemption, montrèrent sa capacité à évoluer avec l'âge, passant de rôles de jeune première à des personnages plus matures et introspectifs. Le Voyage, adapté d'une nouvelle de Luigi Pirandello, fut acclamé pour sa sensibilité, et Sofia y reçut des éloges pour sa portrayal nuancée d'une femme confrontée à la mortalité. Dans les années 1980 et 1990, Sofia devint plus sélective, privilégiant sa famille et ses engagements philanthropiques, mais elle n'abandonna pas le cinéma. Son rôle dans Prêt-à-porter, 1994, de Robert Altman, où elle retrouva Mastroianni dans une scène nostalgique et humoristique, fut un clin d'œil à leur alchimie passée, et lui valut une nomination au Golden Globe pour meilleure actrice dans un second rôle. En 1995, Les Grincheux 2, Grand Pied Holmen, avec Walter Matthau et Jacques Lémon, devint un succès commercial surprise, rapportant plus de 70 millions de dollars, prouvant que Sofia, à 61 ans, pouvait encore captiver le grand public avec son charisme irrésistible. Le film, une comédie légère sur l'amour tardif, permit à Sofia de montrer une facette ludique, contrastant avec ses drames antérieurs. Son retour à Hollywood en 2009 avec Nine, réalisé par Rob Marshall et inspiré de 8 et demi de Federico Fellini, fut un moment marquant. Dans le rôle de la mère de Guido Contini, Danielle Day-Lewis, elle rappela au monde sa présence magnétique, recevant une nomination au Screen Actor Guild Award pour le meilleur ensemble. À 86 ans, elle livra une performance bouleversante dans La vie devant soi, 2020, réalisée par son fils Eduardo Ponti et adaptée du roman de Romain Gary. Incarnant Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste s'occupant d'un jeune immigré sénégalais, Sofia offrit une prestation d'une profondeur émotionnelle rare, saluée par la critique comme l'une des meilleures de sa carrière. Selon Variety en 2020, Lorraine, à 86 ans, prouve qu'elle reste une force dramatique inégalée, apportant une vulnérabilité qui émeut aux larmes. Le film, distribué sur Netflix, atteignit des millions de spectateurs pendant la pandémie, renforçant son statut d'icône transgénérationnelle. Ce qui distingue Sofia, c'est sa polyvalence. Du néoréalisme italien au blockbuster hollywoodien, des drames intimistes aux comédies légères, elle a su naviguer entre les genres avec une grâce naturelle, influençant des actrices comme Monica Bellucci ou Salma Hayek. Son partenariat avec Mastroianni, en particulier, reste un pilier du cinéma italien, leur complicité transcendant les époques et inspirant des analyses académiques sur la représentation du genre dans le cinéma européen. Comme l'a écrit le critique Roger Ebert en 1995, Sofia Loren n'est pas seulement une star, elle est une institution, une femme qui incarne à la fois la douleur et la joie de l'Italie, avec une carrière qui défie le temps et les tendances. La vie personnelle de Sofia Loren a été aussi captivante que ses rôles à l'écran, souvent éclipsant même ses succès professionnels dans les tabloïds. En 1950, à 15 ans, elle rencontra Carlo Ponti, un producteur de 37 ans qui devint son mentor, puis son grand amour. Leur différence d'âge de 22 ans et le mariage de Ponti avec Giuliana Fiastri firent scandale, mais Sofia, dans ses mémoires, décrit Ponti comme son ancre. Il m'a donné la stabilité dont j'avais besoin pour grandir dans ce monde chaotique, me protégeant des pièges d'Hollywood. Ponti, déjà un producteur établi avec des films comme La Strada de Fellini, vit en elle un potentiel immense et la guida dans ses premiers contrats. Leur relation fut semée d'embûches. L'Italie des années 1950 interdisait le divorce, et leur mariage par procuration au Mexique en 1957 fut dénoncé comme bigamie par la presse et les autorités italiennes, influencées par l'Église catholique. Accusés de scandale moral, Sofia et Carlo furent contraints d'annuler leur mariage en 1962, un épisode qui alimenta les ragots pendant des années. Déterminés à être ensemble, ils obtinrent la citoyenneté française en 1965, permettant à Ponti de divorcer et d'épouser Sofia légalement en 1966. Ce mariage, qui dura jusqu'à la mort de Ponti en 2007 après 41 ans, fut marqué par une loyauté indéfectible, malgré les critiques qui qualifiaient Sofia de « briseuse de ménage ». Dans une biographie autorisée de 2019, Sofia Loren, Her Own Story, elle révèle comment ces épreuves renforcèrent leurs liens, les transformant en un couple iconique du cinéma. Leur relation fut également mise à l'épreuve par des accusations de fraude fiscale dans les années 1970. Le gouvernement italien,
dans une campagne contre les célébrités, saisit leurs biens, les forçant à s'exiler temporairement en France. En 1982, Sofia purgea 18 jours de prison pour des charges qui furent finalement annulées en 2013, après des décennies de batailles judiciaires. Ces épreuves nous ont rendus plus forts, écrivit-elle. Carlo et moi étions une équipe, unie contre le monde. Malgré ces tempêtes, ils eurent 2 fils, Carlo Junior. Devenu chef d'orchestre, et Eduardo, réalisateur, qui dirigea sa mère dans plusieurs films tardifs. En parallèle, Sofia attira l'attention de nombreuses stars masculines. Cary Grant, son partenaire dans L'Orgueil et la Passion, tomba éperdument amoureux d'elle, proposant même de l'épouser et d'abandonner sa carrière pour elle. Sofia, bien que charmée par son charisme, elle le décrivit comme « l'homme le plus élégant du monde ». Choisit Ponty, un choix qu'elle décrivit comme « la décision la plus difficile, mais la plus juste, de sa vie ». Grant, avec élégance, accepta sa décision, et leur amitié perdura, comme en témoignent des lettres échangées jusqu'à la mort de Grant en 1986. Une brève liaison avec Peter Sellers en 1962, pendant le tournage de The Millionaires, se termina également à l'amiable, Sofia affirmant « J'ai appris à laisser les hommes tomber amoureux de moi à l'écran, sans jamais perdre mon cœur. » Sellers resta épris pendant des années, m'envoyant des lettres pleines d'humour. Ses relations avec d'autres costards furent plus complexes. Elle décrivit Marlon Brando comme irrespectueux, sur le plateau de Une comtesse de Hong Kong, accusant son ego de perturber l'atmosphère, et sa dynamique avec Gregory Peck dans Arabesque fut marquée par une certaine froideur, Peck étant plus réservé. Pourtant, Sofia cultiva des amitiés durables, notamment avec Omar Sharif, avec qui elle partageait des repas italiens sur le tournage de La chute de l'Empire romain, 1964, et Mastroianni, qu'elle considérait comme un « frère d'âme », leur partenariat professionnel se muant en une profonde affection platonique. La vie amoureuse de Sofia, marquée par la passion, la controverse et la loyauté, reflète sa capacité à naviguer dans un monde souvent hostile avec grâce et détermination. Comme elle l'écrit dans ses mémoires, « L'amour véritable est celui qui résiste aux tempêtes. Carlo était ma tempête et mon refuge, et ensemble, nous avons construit un empire. » Cette section, enrichie d'anecdotes personnelles, souligne comment ces relations ont influencé son art, ajoutant des couches de profondeur à ses performances romantiques. Au-delà de l'écran, Sofia Loren a utilisé sa notoriété pour laisser une empreinte durable, transformant sa célébrité en une plateforme pour le bien. Dans les années 1980, au sommet de sa gloire, elle lança une ligne de lunettes de vue en partenariat avec la marque italienne Safilo, mêlant élégance et accessibilité. Les montures, inspirées de son style iconique des formes oversize évoquant son glamour des années 1960, devinrent un succès auprès de ses fans, générant des millions en ventes et prouvant son flair entrepreneurial. Elle publia également plusieurs livres de cuisine, dont In Cucina con Sofia, 1971, et Eat With Me, 1998, partageant son héritage culinaire napolitain avec le monde. La cuisine, c'est l'amour, déclara-t-elle dans une interview avec The New York Times en 1998. C'est ma façon de rester connectée à mes racines, de transformer des ingrédients simples en moments magiques, comme ma mère le faisait pendant la guerre. Ces livres, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, incluent des recettes familiales comme les spaghettis al vongole, accompagnées d'anecdotes personnelles. Son engagement philanthropique est tout aussi impressionnant et ancré dans son passé. Ambassadrice de bonne volonté pour l'UNCAIR depuis 1997, Sofia s'est consacrée à la cause des réfugiés et des enfants, s'inspirant de sa propre enfance marquée par la guerre. Elle a visité des camps de réfugiés en Bosnie, au Soudan et en Syrie, levant des fonds pour des programmes d'éducation et de nutrition. « J'ai connu la faim et la peur », expliqua-t-elle lors d'un discours à l'ONU en 2003. « Je veux m'assurer que les générations futures n'aient pas à vivre cela. » En 2010, elle fit don de millions à des associations italiennes pour les enfants défavorisés, et en 2020, pendant la pandémie de Covid-19, elle soutint des initiatives pour les familles napolitaines, rappelant ses origines. Dans ces dernières années, Sofia s'est concentrée sur sa famille, vivant à Genève dans une villa discrète surplombant le lac Léman, et profitant de moments simples. Jardiner des roses et des herbes italiennes, lire des classiques comme Pirandello, ou appeler sa sœur Maria en Italie. Ses petits-enfants, qu'elle décrit comme sa plus grande joie, lui rendent visite depuis la Californie, où Carlo Junior dirige des orchestres et Eduardo produit des films. Malgré sa célébrité, Sofia reste ancrée dans les plaisirs quotidiens,
un contraste frappant avec le glamour de sa carrière. En 2024, dans une interview avec Hello Magazine, elle révéla ses secrets de longévité, du bon vin, de l'huile d'olive, et beaucoup d'amour, c'est la recette italienne pour une vie pleine. En septembre 2023, une semaine après son 89e anniversaire, Sophia Loren subit une chute dévastatrice dans sa maison de Genève. L'accident, qui entraîna des fractures au fémur et à la hanche, nécessita une intervention chirurgicale d'urgence. Pour ses millions de fans, cet événement fut un choc. Sophia, symbole de force et de vitalité, semblait soudain vulnérable. Dans une déclaration publiée via Instagram en octobre 2023, elle remercia ses fans pour leur soutien, ajoutant « Je me sens mieux, mais j'ai besoin de repos et de rééducation ». Cette chute survint peu après une apparition éblouissante au Festival de Venise. Vêtue d'un tailleur ivoire, elle avait captivé la foule avec son élégance intemporelle. Personne n'aurait pu prédire qu'une crise de santé suivrait. Pourtant, Sophia affronta cette épreuve avec la même résilience qui l'avait portée à travers la guerre, les scandales et les défis professionnels. En mai 2024, elle fut aperçue sortant d'un déjeuner avec des amis à Genève, marchant avec une canne mais souriante, un signe encourageant de sa récupération. Des sources comme People Magazine rapportèrent qu'elle se concentrait sur une rééducation intensive, incluant de la physiothérapie et des exercices doux pour retrouver sa mobilité. Le vieillissement, comme elle l'a souvent reconnu, est un défi universel. Dans une interview avec ARP en 2021, elle déclara « Vieillir, c'est accepter que le corps change, mais l'esprit reste jeune si vous le nourrissez d'amour et de passion ». Sa convalescence, bien que difficile, fut marquée par le soutien de sa famille, en particulier de son fils Eduardo, qui resta à ses côtés et posta des mises à jour positives sur les réseaux sociaux. En novembre 2024, dans une interview avec Deadline, Sophia affirma qu'elle n'envisageait pas la retraite. « À 90 ans, je veux continuer à travailler. L'âge n'est qu'un nombre, je ne veux pas penser à l'héritage, mais à l'avenir. » Cette déclaration, reprise par US Weekly, souligna sa détermination, même après l'accident. Cependant, en 2025, des rumeurs de déclin ont émergé. Un post sur X en septembre 2025 d'Alessandra Mussolini, nièce de Sophia, indiquait que sa tante de 90 ans, 91 ans en octobre 2025, était en santé déclinante, nécessitant une rééducation continue. Des vidéos YouTube sensationnelles, comme « Sophia Loren is now about 90 how she lives is sad », juin 2025, peignaient un portrait mélancolique, mais Sophia contredit ces narratifs dans une interview avec Hello Magazine en mai 2025, révélant ses secrets de jeunesse, ses latitudes restées curieuses, manger bien, et entourée d'amour. Eduardo, dans une déclaration à Romain Magazine en septembre 2024, confirma que sa mère récupérait bien que lentement, et envisageait de nouveaux rôles. Cet incident rappela au monde que même les icônes ne sont pas immortelles. Pourtant, Sophia, fidèle à son esprit indomptable, envisage déjà de nouveaux projets, potentiellement un documentaire sur sa vie ou un rôle caméo. Selon Eduardo, dans une interview avec Deadline en 2024, « Ma mère est une combattante. Elle rêve encore de raconter des histoires qui touchent le cœur, et sa santé s'améliore jour après jour. » Cette section, mise à jour avec des événements récents jusqu'en 2025, illustre comment Sophia continue de défier le temps. Sophia Loren n'est pas seulement une star de cinéma. Elle est un symbole de résilience, de beauté et d'humanité. De l'enfant affamé de Naples à l'icône oscarisée, elle a transformé les épreuves en triomphe, prouvant que le talent et la détermination peuvent transcender les obstacles. Sa carrière, marquée par des performances inoubliables dans la Ciociara, Mariage à l'italienne et La vie devant soi, témoigne de sa polyvalence et de son engagement envers l'art, influençant des générations d'actrices. Mais au-delà des récompenses et un Oscar, cette David di Donatello, et un statut de légende vivante, c'est sa capacité à rester fidèle à elle-même à travers les scandales, les amours tumultueuses et les défis du vieillissement, qui fait de Sophia Loren une légende. En 2025, à 91 ans, elle continue d'inspirer, avec des mises à jour positives sur sa santé et des projets potentiels qui montrent que sa flamme brûle encore. Que pensez-vous de son héritage? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes du cinéma. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la vie d'une femme extraordinaire.